Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette nouvelle émission. Comme vous le savez, le Mosica propose un plan d'action pour une société sans argent et sans dirigeant qui se fait en trois étapes. L'étape de rassemblement, l'étape de préparation, puis l'étape de transition. Et nous avons mis à disposition une plateforme que vous pouvez trouver sur app.mosica.org qui permet à tous les membres de pouvoir se retrouver et mener des actions, comme c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui. Hugo Brisson, qui fait partie de l'Assemblée Meusica de Saint-Louis à l'île de la Réunion. On va parler beaucoup actions aujourd'hui avec des actions très inspirantes d'Hugo. Tout d'abord, Hugo, salut et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jean-Philippe, merci à toi, bonjour à vous tous. Hugo, on va commencer tout de suite. Alors avant qu'on parle des actions, quel a été selon toi le plus grand malentendu autour de la gratuité dans notre société actuelle? Le plus grand malentendu pour moi, c'est le synonyme avec pauvreté. Dès qu'on parle de gratuit, il y a beaucoup de mots qui viennent s'agglomérer autour. On a la fameuse expression quand c'est gratuit, c'est toi le produit. On a aussi la notion de quand c'est gratuit, c'est pas cher, ça vaut rien. Alors qu'au final, on verra par la suite, je pense, j'aurai peut-être l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais c'est là où on y trouve la plus grande valeur. Toi, sans trop en dire sur ta vie, mais tu as été en fait industriel dans les produits de cosmétiques de luxe quand même. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé personnellement à expérimenter ce mode de vie d'organisation qui est fondé voilà, sur la gratuité? Eh bien, je pense qu'en fait, une fois qu'on est arrivé à un certain niveau et qu'on a pu goûter aux aspirations qu'on pouvait avoir, on se rend compte que finalement, la matérialité, c'est vraiment pas une fin en soi. Et ben, une fois que j'ai fait le tour des grands hôtels, etc., franchement, de cette vie de luxe, de manger au restaurant tous les midis et compagnie, la grosse voiture, le staff assez conséquent dans l'entreprise, etc., on se rend compte que finalement, on n'est toujours pas plus heureux. Et donc voilà, j'ai voulu surtout expérimenter quelque chose d'autre dans lequel il y avait surtout un sens d'utilité, parce que ce que je faisais était vraiment individuel. Je vivais pour moi, pour ma famille, bien sûr, pour les mettre en sécurité, mais quelque part, je trouvais pas de sens par rapport à la communauté, à nos différents individus. Et voilà, je voulais faire quelque chose de différent. D'accord, mais dans ton discours, on pourrait entendre un peu le discours de Pierre Rabhi que beaucoup d'autres ont, c'est-à-dire la sobriété heureuse. Donc, c'est-à-dire on pourrait croire que tu es pour un monde avec de l'argent, mais qu'il ne faut pas aller dans la matérialité, qu'il faut vivre simplement. Et pourtant, tu es en faveur d'un monde sans argent. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus loin dans cette réflexion de vraiment sortir des rapports marchands entre nous? Concrètement, ça a été la considération de la différence entre l'échange et le partage. Très clairement, quand on échange, on attend quelque chose de quelqu'un, on est sur ce besoin de réciprocité et on n'est pas sur quelque chose qui nourrit l'âme comme on l'est dans le don, où on a vraiment ce plaisir d'offrir. D'ailleurs, c'est vraiment une expression qui est consacrée. Et on a également ce côté comment on pourrait appeler ça, de gratification quand on donne. Et de l'autre côté, il y a une forme de reconnaissance et je cherche le terme, il me revient pas, mais tu pourrais peut-être m'aider là-dessus. Tu sais, c'est quand on est, on se sent heureux d'avoir rendu heureux. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais quelque part, c'est nourrissant. Comme beaucoup disent, le don n'est finalement jamais désintéressé parce qu'il y a un retour personnel dans le plaisir d'offrir. C'est pas totalement désintéressé, il y a quelque chose qui te nourrit, quoi. Et l'idée, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les sociétés sont construites autour de la gratitude. C'est-à-dire, dans les sociétés anciennes, le pêcheur pêchait et donnait du poisson au chasseur, qui lui-même, en retour, par gratitude, allait lui aussi offrir le fruit de sa chasse, et etc., avec le potier et compagnie. Et c'est réellement cette notion de gratitude qui, dès qu'on l'expérimente, mais à un niveau assez conséquent, hein, nous permet vraiment de prendre conscience que le don prend toute sa valeur et toute son ampleur et qu'en fait, la gratitude ne se retrouve pas dans l'échange. Dans l'échange, on est sur un donnant-donnant et il n'y a pas plus de gratitude que ça.
Donc, et là, on touche vraiment effectivement à des sentiments qui permettent à la civilisation de grandir, de s'unir et d'être finalement liés les uns aux autres quelque part par rapport à ça. Voilà. Quand tu dis le donnant-donnant, c'est vrai qu'il y a un côté qui est très conditionnel dans le système d'échange. Je te donne que si tu me donnes. Même si j'ai le temps de te le donner, que j'ai le temps de m'occuper de toi, j'ai le temps de pouvoir t'apporter quelque chose, si tu n'as rien à me donner, je te donnerai rien. Effectivement, c'est important en termes de rapport humain. Et sur le plan je sais pas, là, on parle d'un plan très très personnel, mais sur le plan social, environnemental, tu as des raisons de supprimer l'argent, des choses qui t'incitent à le faire? C'est intéressant sur l'ensemble des plans, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, pour essayer de suivre dans l'ordre, effectivement, on est carrément plus sur du gaspillage. On prend réellement quand il y a besoin, parce que dans le don, on est dans de l'abondance, on va le voir par la suite. Du coup, les besoins ne sont plus les mêmes. En termes de social, on vient d'en parler un petit peu avec cette notion de sentiment-là, mais il y a au-delà de ça, il y a de l'appartenance, il y a de la bienveillance, il y a vraiment tout un ensemble de notions qui sont différentes. Et donc là, on est sur une partie qui est assez délicate, hein, parce que comme je le dis toujours, c'est très difficile d'expliquer le goût de la banane. Le mieux, ça reste de la goûter. Et il n'y a rien de mieux que d'essayer et de découvrir la gratuité pour se rendre compte des bienfaits que ça peut représenter et occasionner à tous les niveaux. Raconte-nous, Hugo, comment cette aventure a commencé, quel était le point de départ? On va parler des actions. Alors, on va rester centré sur le sujet. Ma vie n'importe un peu, mais effectivement, c'est de fil en aiguille d'expériences personnelles et professionnelles qui ont fait que j'en suis arrivé à tout ça. Mais au niveau associatif, ça a tout commencé par une place de partage. Alors, bien sûr, j'ai rejoint le Mosika il y avait un bout de temps déjà. Et l'idée, ça a été que un jour, au lieu d'en parler simplement en termes de théorie, l'idée était de passer à la pratique là-dessus. Donc, on est parti avec un petit groupe. J'ai lancé quelques invitations autour de moi pour voir qui serait intéressé pour changer un petit peu les choses, faire de manière différente, aller dans l'esprit du Mosika finalement. Quelques personnes ont répondu à l'appel et du coup, on a pu organiser une première place de partage où on a fait donc un événement dans un lieu public en mettant à disposition ce qu'on avait à offrir, vêtements, boutures. Les boutures, par exemple, c'est très très facile de multiplier la nature et d'offrir la nature. Ça fait énormément plaisir parce que donc surtout à La Réunion, on a des plantes qui sont assez originales, variées, donc il y a vraiment de quoi faire énormément là-dessus. Et en fait, on a fait une première place de partage, ça a beaucoup plu, les gens étaient vraiment très très agréablement surpris. On a remis ça une deuxième fois et puis une troisième fois. Et à la troisième fois, on s'est dit, bon, on va faire quand même un petit micro-trottoir, on va essayer de filmer ça et d'enregistrer pour voir ce que ça pourrait donner, ce que les gens pourraient en faire ressortir. Et presque unanimement, il en est ressorti une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est génial, mais il faudrait que ça soit ça toute l'année. Et de là, effectivement, ça m'a fait tilt. Et c'est comme ça que c'est parti. On a commencé à débarrasser le bas de notre maison, donc une sorte de grand garage d'un peu plus de 80 mètres carrés quand même, à l'aménager en boutique de dons. Et voilà, donc on a un grand terrain, une grande maison avec ma femme. Et on en a mis une bonne partie à disposition pour pouvoir partager avec les gens du quartier et créer un petit îlot de résilience. Voilà comment ça a démarré pour la partie boutique de gratuité. Super intéressant. Donc, en gros, déjà, si vous êtes quelques-uns, on peut commencer à faire quelque chose. Tu dirais qu'on doit commencer à être combien au minimum pour faire une place de partage ou c'est quoi le bon chiffre, on va dire, vraiment pour Ah, commencer, pour ceux qui aimeraient vraiment faire comme toi? alors, l'idée, elle part d'une personne à la base, donc il faut déjà être soi-même le pionnier de l'idée, et ensuite, il n'y a pas de minimum requis, on peut être deux ou trois et faire quelque chose à la mesure du nombre de personnes qu'on est. Et en fait, l'idée, c'est de réellement s'adapter au nombre de personnes, de mener des actions, en fait, à la taille et l'envergure du groupe. Voilà. Si on est 10, bien entendu, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus conséquent que si on n'est que deux. Mais on peut très bien faire des ateliers enfants, par exemple, comme on le fait, là j'y pense mercredi prochain. On a un atelier de bouturage puisqu'on prépare la prochaine place de partage, justement. Donc on bouture 2 mois à l'avance pour pouvoir offrir les plantes. On va faire bouturer donc ces plantes par des enfants, ça donne l'occasion. Là-dessus, on n'est que deux. Il y a l'animatrice de toutes
de tout ce qui est Pôle Enfant et Marmaille, et moi qui viens aider parce que bah, j'ai le goût un petit peu des deux. Mais sur une place de partage, par exemple, aujourd'hui, on est un peu plus d'une trentaine à se mobiliser pour recevoir près de 500 personnes. Donc voilà, le chemin s'est fait, mais il s'est fait progressivement. À la base, j'étais tout seul avec cette idée. J'ai envoyé des messages à gauche, à droite pour essayer de mobiliser un peu les gens autour de moi. Alors le plus local possible, parce que au plus on est local, au plus on est réactif. Pas besoin de prendre la voiture, on est beaucoup plus disponible si on a une petite heure devant nous. Enfin voilà, vraiment le côté local a de nombreux avantages pour l'organisation. Par rapport à ceux que tu as sollicités pour ces projets-là, à la base, tu leur as parlé du MOSICA, du projet à long terme. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui sont pour un monde sans argent? Parce qu'on pourrait parfaitement être très motivé pour faire des places du partage, des boutiques de gratuité, mais être pour un monde avec argent, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ce sont des personnes convaincues par la nécessité de supprimer l'argent à l'échelle générale? Alors, tel que j'avais présenté l'idée à l'époque, oui, il y avait effectivement, j'étais vraiment empreinte de la philosophie Mosika, mais j'étais surtout empreinte de la philosophie de changement. Donc, ça a vraiment été présenté dans un esprit de il faut qu'on change les choses, la société ne peut plus continuer comme ça. Effectivement, il y avait toute la théorie du Mosika qui soutenait le discours et cette notion de post-monétarisme. Mais au-delà de ça, il y a la réalité concrète du terrain, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Du coup, là se pose une sorte de problématique parce que entre l'idée globale du Mosika, qui est un mouvement de changement civilisationnel pour un monde sans argent, et une action de terrain locale à petite échelle dans un monde avec argent, il y a effectivement un petit peu conflit. Mais malgré tout, il y a plein de possibilités et d'opportunités. Et la première qu'on a faite, justement, ça a été de se dire, bah, allez, faisons une place de partage. J'avais déjà entendu parler de ces places de partage dans des ouvrages que j'avais lus, justement de Véronique Perriot, qui a écrit ça dans un livre gratuité qu'on propose dans la partie livre numérique du site du Mosica. Et je sais que voilà, c'est quelque chose qui, à l'époque, se faisait plutôt pas mal. On était en sortie Covid, plus personne ne faisait ce genre d'événement. Les associations avaient été un peu asphyxiées par cette période de quarantaine, etc. Et bah, du coup, nous, on a été les premiers à relancer, on va dire, cette dynamique, surtout sur l'île. Et voilà, donc ça a été une très, très, très belle expérience. Et au début, on était 5 6 à la mettre en place, pas plus. Et vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est presque une vingtaine de bénévoles actifs chaque semaine, vendredi et samedi. Un peu plus quand il y a des places de partage, parce que là, ça s'étend. Il y a des personnes qui donnent des coups de main de manière ponctuelle sur des événements comme celui-là. Donc c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir accueillir 500 personnes. Quand on dit accueillir, c'est qu'on fait le repas, les animations, le concert, les stands. C'est vraiment quelque chose de complet pour les petits, les grands. Et au tout venant, on est, voilà, on est une bonne vingtaine d'actifs. Quand je dis actifs, c'est qu'ils viennent 2 fois par semaine en moyenne. Et là, on fait un peu de tout, des ateliers jardin, des ateliers bois, principalement. Et ce qu'on fait de manière très, très régulière, c'est de la distribution alimentaire. On est livré les vendredis et samedis. Enfin, quand je dis on est livré, c'est on a un chauffeur bénévole hein, qui récupère les denrées. Ça peut être de l'agriculteur, ça peut être des jardins, des personnes qui ont des jardins et qui ne récoltent pas leurs fruits en provenance des arbres. Ça peut être également des supermarchés. On arrive à trouver des supermarchés qui donnent ce qu'ils ont en excédent. Et là-dessus, voilà, on prépare tout ça. Donc, il y a une grosse partie de tri, de nettoyage, etc. pour préparer des paniers pour le samedi. Et là-dessus, on arrive à sortir en moyenne, une bonne trentaine de paniers par samedi. Quand je dis un panier, c'est 4 kilos en moyenne de fruits et légumes. Et on fait comme ça plus de 12 tonnes à l'année de fruits et légumes distribués gratuitement. Et on fait à peu près aussi 2 tonnes, voire plus, de vêtements. Et pareil, en tout ce qui est mobilier, électroménager, etc. Voilà. Et sans parler des ateliers bois qui sauvent aussi plusieurs on va dire centaines de kilos de produits qui auraient pu être jetés. On travaille de la palette, on travaille du cryptoméria, qui est un bois local. On récupère les chutes, ce qu'on appelle les DOS, les parties arrondies, on les retravaille. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire énormément. C'est comme en alchimie où ce qui est vil peut se transformer en or. Quand on le fait avec l'amour et le cœur, on se rend compte qu'on devient tous de très très bons alchimistes.
Eh ben, bravo, hein, c'est vraiment énorme tout ce que vous faites. Alors, si je résume, donc place de partage, c'est quelle fréquence déjà? Alors, à l'époque, on en faisait 4 à l'année, mais on faisait des toutes petites. Ouais. Entre-temps, on est passé à un autre format où on n'en fait plus qu'une à l'année parce que bah, du coup, on a l'équivalent de la place de partage en régulier, mais on fait un gros événement à presque 500 personnes avec des artistes connus, une grande cantine ouverte jusqu'à 400 personnes. La dernière fois, on a servi, il y avait 500 personnes qui sont venues mais près de 400 personnes en couvert. Donc voilà, principalement, c'est ça. Et ensuite, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la boutique du samedi. On ouvre de 13h à 15h et on reçoit tous les gens qui veulent sans aucune condition. Pas de dossier, pas besoin de rien. Vous venez juste avec votre panier, un sourire et voilà, on s'occupe de vous, on vous sert. Il y a d'un côté, vous allez donner votre panier et votre sac, votre panier, votre sac, ce que vous voulez. On vous donne un numéro. Pendant ce temps, vous pouvez faire un tour en boutique, chiner un petit peu ce qui vous plaît, et à la sortie, vous redonnez votre numéro, on prend votre panier rempli, et on s'est occupé de vous faire la distribution et le petit panier pour vous. Ça sert à quoi le numéro? Eh ben, à retrouver le panier, parce que quand il y a Ah, c'est par 30 rapport au personnes qui panier. arrivent, il y a une D'accord, trentaine de personnes qui arrivent en même temps, chacun a d'accord, son petit sac personnel, d'accord. et du coup, voilà, ça permet à chacun de pouvoir chiner. Nous, on prépare les paniers pendant ce temps. Et voilà, ça permet d'être fluide. Ça garde cette notion de serviabilité quelque part parce que on aurait pu laisser les gens se servir ou quoi. Mais voilà, il y a vraiment toute une organisation qu'on a mis en place avec le temps. On a essayé beaucoup de choses hein, parce que quand on est dans la gratuité, effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on pourrait ressortir là-dessus. Et du coup, petit à petit, grâce à l'intelligence collective, aux réunions, à l'expérimentation de terrain, on arrive à faire germer une organisation qui soit fluide, autonome et résiliente. Voilà, c'est aujourd'hui, je pense, les trois mots qui représentent un petit peu la partie organisation, hein. Concrètement, vous faites quoi en termes de liste? Donc, si j'ai bien compris, vous faites des places de partage, il y a un jardin partagé, un atelier menuiserie, vous faites pour la marmaille, donc c'est comme ça que vous appelez les enfants à l'île de la Réunion. J'ai oublié quoi? Des ateliers créatifs pour enfants, des ateliers bouturage également. On a une serre de bouturage pour offrir des boutures. Et voilà, principalement, c'est ce qu'on fait de manière régulière et récurrente. On avait fait une vidéo il y a quelques années sur une des places du partage. Il y avait même des personnes qui faisaient de la coiffure, du soin esthétique, il me semble, du massage, il y avait aussi. Alors oui, dans tout ce qui est partie place de partage, effectivement, on a toute une partie de services en plus. Et sinon, c'est également des services qu'on se rend entre bénévoles en fonction des compétences de chacun. Bien entendu, on ne se les fait pas payer entre nous parce que bah, là encore, c'est la gratitude qui ressort et c'est un plaisir de faire plaisir à quelqu'un qui lui-même vous a fait plaisir un autre jour. Mais voilà, la différence de l'échange, j'en profite pour bien expliquer ça. Il n'y a pas d'attente en retour. Et donc, c'est l'opportunité qui fait qu'on peut restituer finalement ce service à l'occasion. Enfin, voilà. Super. Dis-moi voir, comment vous organisez? Vous faites des réunions, des débriefs, des retours d'expérience? C'est quoi en interne? Comment vous vous situez? Alors, en interne, c'est très simple. On a un WhatsApp pour s'organiser, tout simplement. Et ensuite, on fait des réunions si réellement il y a besoin. Ça va dépendre des sujets. Et donc, au début, bien entendu, on n'avait qu'un petit groupe. Aujourd'hui, on va se réunir en fonction des centres d'intérêt. Mais principalement, on se rend compte que Tournevis, un seul groupe, ça nous suffit. C'est réellement pour poser les dates où on se retrouve, les actions qu'il y a à faire. On y pose un petit vote qui sera la vendredi, qui sera la samedi. Et sinon, on va poser des dates s'il y a des raisons derrière ça. Par exemple, la place de partage. Là, on était en réunion samedi dernier pour l'organisation de la place de partage. Tu imagines bien, 500 personnes, ça se travaille pour les recevoir. Il faut le poste de sécurité, il faut les déclarations en préfecture, hein, en mairie. Il y a toute une organisation logistique derrière, de mobilier. Donc là, on mobilise l'atelier bois qui va faire les chaises, les bancs, les tables pour essayer de gagner en autonomie. Jusque-là, on demandait à la mairie. Mais l'idée, c'est d'être justement autonome et résilient. Donc, on a la possibilité de le faire. On va mettre les équipes là-dessus. Le repas aussi qui se travaille. Donc, voilà. Là, ça nécessite effectivement des réunions. Qui s'occupent de quoi? Pour la boutique également, on peut avoir quelques réunions. L'autre jour, on a eu un sujet, par exemple, qui a été assez intéressant, qui était le nombre d'articles par personne.
Voilà, parce que bien entendu, donc selon, on est dans la gratuité et du coup, on s'expose aussi aux éventuels abus. Enfin, dans tous les cas, on est exposé à l'abus, hein. Même dans la société actuelle, encore plus que dans la gratuité, on est exposé aux abus. Mais effectivement, on a eu l'expérience de certaines personnes qui venaient chaque semaine et se chargeaient beaucoup plus que de raison en vêtements et sortaient avec des sacs, voire plusieurs sacs jusqu'à finir de retrouver les articles sur Marketplace. Hmm. Alors, si Donc tu voilà. veux bien, Hugo, on va en parler après. Pour revenir sur vraiment l'organisation. Alors, Oui, donc en gros, tu disais, vous ne faites pas spécialement de réunion, sauf s'il y a un besoin. oui. Donc après, comment vous organisez? Donc si j'ai bien compris, il y a plein d'ateliers. Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée, que vous mandatez pour diriger un petit peu l'atelier, ou c'est totalement horizontal, ou est-ce que vous faites à tour de rôle? C'est quoi l'organisation interne? C'est purement intuitif ou il y a quand même des petits codes, des petites règles que Alors, vous on a imposez? effectivement on va avoir des responsables, on va dire entre guillemets, mais c'est vraiment au sens large du terme. Ça va surtout être les personnes qui sont passionnées et impliquées. Par exemple, on va avoir une personne qui s'occupe de l'atelier bois et qui va dire, ben voilà, moi je suis disponible, on va organiser l'atelier tous les 15 jours, c'est mes disponibilités de temps. On se donne rendez-vous tel jour, telle heure, tous les 15 jours. Ça part de là. Ensuite, même principe pour la boutique. On va avoir une personne qui se charge de centraliser, on va dire, l'information, de la redistribuer. Et au final, on n'a pas forcément besoin de réunion parce qu'on est systématiquement ensemble. Le vendredi, on est ensemble, le samedi, on est ensemble. Donc en fait, les réunions sont fondues dans la masse. On discute de tous les sujets tout le temps entre nous. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas besoin de réunion formelle à proprement parler. Sauf, voilà, comme je te le disais, quand on a vraiment une organisation assez conséquente. Et du reste, c'est assez fluide. L'intelligence collective émerge directement sur place. Par exemple, quand on est en train d'installer la boutique ou de trier, les idées fusent. Certaines sont retenues, d'autres non. Et d'autres se construisent, etc. Donc, ça se fait de manière fluide, finalement. Et en fonction, voilà, des passions, des centres d'intérêt de chacun. Et comment vous gérez la notion de participation de tous les bénévoles? Je m'explique. Est-ce que vous voulez que tout le monde participe un peu pareil, parce que ça vous paraît important qu'il y ait un effort un peu partagé, ou est-ce que ça ne vous dérange pas de vous dire, bah tiens, moi je vais en faire plus aujourd'hui, tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave, ça sera autour de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça crée des tensions, la participation? Parce que j'imagine, comme partout, il y en a qui en font plus, d'autres qui en font un petit peu moins. Comment vous gérez ça? En fait, il n'y a pas de souci du tout par rapport à ça, dans le sens où chacun donne ce qu'il veut. On n'est pas là pour regarder le temps. On n'est pas là pour générer un profit ou un bénéfice. Donc, il n'y a pas de contraintes associées derrière. Il n'y a pas d'avantage particulier. Donc, au final, on sert des bénéficiaires tous les samedis sur tout ça. Donc, un bénévole peut donner de son temps ou pas. Il y a aucun problème. Ça va dépendre des disponibilités de chacun, du moment de l'année. Il y a des périodes dans l'année où on est un peu plus en retrait et où on va être un peu moins ouvert à une communauté ou pour... Il y a 100 000 raisons qui peuvent justifier ce genre de situation. Et d'autres où au contraire, on a encore plus envie d'être dedans, de s'impliquer, d'être ouvert aux autres. La gratification vient en fait par le plaisir de la participation. Donc on regarde même pas ce que font les autres ou pas, finalement, puisqu'il n'y a pas de capacité à abuser, tout simplement. Euh, Avant, en off, tu m'avais raconté une histoire qui est hyper intéressante. Tu m'as dit, pour la première fois en 3 ans, on a dû nous séparer de quelqu'un, d'un bénévole. C'est un cas de figure auquel on peut tous se retrouver à un moment, c'est d'avoir quelqu'un qui crée, on va dire, une sorte de trouble, un peu d'organisation, peut-être de dynamisme. Comment on sort de ça? Je sais qu'en sociocratie, ils font des protocoles pour poser le problème sur la table, parce qu'il faut toujours bien sûr crever l'abcès. Et comment déjà, est-ce que tu peux expliquer, voilà, brièvement, c'était quoi vraiment, c'est pas une question de reproche, mais quel était le souci et comment vous en êtes sorti de ça? Alors, ce qui a été posé sur la table, c'est un problème de communication avec les autres. Et du coup, effectivement, bon, ça fait quand même un petit bout de temps, on est rodé à tout ce qui est sociocratie et CNV. C'est quelque chose que, pour le peu Alors, de réunions que nous faisons, je précise, communication non violente, communication ça, non voilà, violente. voilà.
Effectivement. Et c'est quelque chose qu'on applique au quotidien parce que quand on est bienveillant les uns envers les autres, de toute façon, on parle de manière bienveillante, mais certains ont des réflexes un peu mal conditionnés, on va dire, et n'ont pas cette subtilité-là dans le langage et ça a posé souci. Du coup, ça a été mis sur la table et effectivement, avec des outils de sociocratie où on ne pointe pas directement la personne, on n'est pas dans le tutu. Euh, Tu peux ça, c'est expliquer le tutu? le tu tout simplement, c'est-à-dire qu'il est accusateur, et du coup, le tu, TUE, tout simplement. Donc c'est de l'accusation, ça ferme à l'écoute active parce que on se sent attaqué, donc on se sent obligé de se défendre, de répondre, etc. Et en CNV, en communication non violente et en sociocratie, on apprend à poser le sujet sur la table sous forme de d'OSBD, ce qu'on appelle, c'est l'acronyme pour observation, sentiment, besoin, demande. Tu peux Donc faire un on observe une situation qui va observation qui va générer un sentiment. Donc j'observe que dans cette façon de parler, j'ai le sentiment de me sentir agressé. J'ai besoin de bienveillance quand on s'adresse à moi et la demande, ça serait je te demande de faire preuve de CNV quand tu me parles, tout simplement. Ça pourrait être voilà la façon la plus littérale, on va dire, d'appliquer la théorie. Et donc ensuite, ça se passe en cercle, en discussion sociocratique, sur laquelle il faut à un moment donné, de toute façon, poser une forme de vote dans tous les cas de figure. Et c'est là où chaque assemblée va pouvoir s'organiser un peu comme elle le veut, puisqu'on est libre dans nos organisations. On peut le travailler à la majorité, mais on peut également le travailler à l'unanimité. Donc, c'est la différence entre le consensus et le consentement. À l'unanimité, on va chercher le consentement de tout le monde. Ça veut dire que on doit réussir à résoudre le problème pour l'ensemble des personnes et que nous ayons tous le même point de vue en finalité et en sortie. Voilà. Donc, ça s'est présenté. Maintenant, c'est quelque chose qui arrive en son temps et qui n'est pas nécessaire d'appréhender en amont, de toute façon. D'accord. Voilà. Chaque expérience, quand on lance une assemblée, vient en son temps. Il faut mettre juste un petit pas devant l'autre. Et voilà, nous, ça nous est arrivé au bout de 3 ans, donc c'est chouette, c'est que ça roule. Oui, puisque tu m'avais dit, c'est que vous lui avez expliqué plusieurs fois, vous lui avez donné plusieurs, on va dire, signaux d'alarme, de malaise, on va dire, un peu comme ça. Et puis, si bien que vous voyez que, en gros, ouais, c'est un moment, la dynamique n'était plus là et qu'il a fallu prendre cette décision. Est-ce que on va revenir sur les actions, Hugo? Alors, tu voulais parler tout à l'heure, et c'est vraiment très intéressant, c'est toujours le sujet qui intéresse, la notion des abus. Alors, déjà, est-ce que naturellement, il y en a un peu, beaucoup, pas tout le temps? Est-ce qu'il faut contrôler, bien surveiller? Raconte-moi tout ça. Alors, on va essayer d'être concis et d'être très clair. Il y a de l'abus, mais moins que dans nos sociétés avec argent. Voilà, donc ça au moins c'est dit, c'est posé. Bien sûr qu'il y a de l'abus quand vous mettez toute une table de fruits et légumes à disposition comme chez le maraîcher. C'est bien tentant d'aller remplir son panier plus que de raison. Mais très vite après, il y a une forme d'éducation qui se fait et qu'on peut faire également. Donc on est plus dans la prévention, on va dire puisqu'il y a deux façons de résoudre finalement ces abus. Soit on est coercitif comme la société actuelle et on pose une loi et des règles pour pouvoir résoudre et stopper ces abus, mais on se rend compte que ben, ça ne marche pas forcément parce que qui dit règle dit contournement de la règle et voilà donc c'est un jeu de chat et de souris qui se met en place. On se rend compte que comme en éducation bienveillante, le mieux ça reste quand même de sensibiliser, d'expliquer et de faire comprendre donc voilà, ça reste. On ne dit pas qu'il faut pas poser de cadre, mais il faut éviter les règles le plus possible. Du coup, voilà, c'est là encore une façon d'appréhender la résolution des problématiques. Et donc très vite, les gens. Alors là encore, on a fait. Parce que dans ce que je dis, c'est bien joli. Il y a la théorie, mais il y a la pratique. En pratique, on a résolu ça d'une manière encore plus différente, qui est les fameux tickets dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont les bénévoles qui servent les bénéficiaires, comme ça au moins le problème est résolu. Tout le monde est servi à part égale, sans aucun problème, et en plus dans un meilleur timing et délai.
Donc voilà, ça rend tout le monde heureux. C'est une solution qui rend tout le monde heureux. Tout le monde est servi de manière équitable. En plus de ça, il y a un véritable service qui est amené. Eux, ils peuvent aller en boutique pendant ce temps, etc. Donc c'est très valorisant pour eux et très agréable quand on est bénéficiaire de se faire servir, même dans la gratuité. Parce que souvent, on pourrait dire, mais oui, mais on paye, le client est roi, etc. Bon, là, on va s'écarter un peu du sujet, on va y rester centré. Donc voilà, concrètement, il y a des abus, mais il suffit de s'organiser, de les éprouver pour trouver des solutions tout à fait confortables à n'importe quelle problématique. Et d'un point de vue, on parle de faire émerger de la gratuité, de la solidarité, du partage dans une société avec argent, par exemple, quand vous avez une place de partage, le lieu, il est gratuit. Enfin, je crois que c'est à l'extérieur, vous louez pas une salle. Quand il y a des concerts, est-ce qu'il y a des notions d'assurance? Qui paye les assurances? Est-ce que, voilà, quelles sont un peu quand même les limites portées pour tous ceux qui aimeraient, comme toi, créer ça? Alors, tu cherches la petite bête là quand même. Toujours. Donc, alors, en fait, à un certain au niveau donc des lieux des places de partage, c'est effectivement en extérieur. Donc, ça résout le problème de la location. Par contre, il y a petite place de partage et grande place de partage. Celle qu'on faisait au début, il nous fallait à peine une autorisation de la mairie et ça s'arrête là. C'est une dizaine de personnes qui s'organisent entre elles pour pouvoir faire un petit repas de 30, 40 personnes. Ça relève de presque de l'ordre du pique-nique. Donc, il n'y a pas d'argent en jeu. Donc, ça, d'ailleurs, c'est une des considérations. Quand on fait un événement public, l'une des questions qui est posée, c'est a-t-il un enjeu financier ou pas l'événement? Ça change la donne au niveau administratif. Donc, pour nous, ça résout le problème puisqu'il n'y a pas d'enjeu financier. Par contre, il y a effectivement une notion d'argent. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier qu'il n'y a pas de notion d'argent. Il faut, quand on fait une place de partage à 500 personnes, comme on l'a fait la dernière fois, il faut effectivement une assurance. Il faut trouver tout ce qui est nourriture. Enfin, c'est une sacrée organisation, hein, quand on l'a chiffré. Si on avait dû payer chaque chose à son juste prix, c'est-à-dire que s'il avait fallu payer un traiteur, s'il avait fallu payer les artistes, donc là, au lieu du traiteur, ça a été les gens du quartier qui cuisinaient pour les autres gens du quartier avec des dons qu'on a reçus. Puisqu'avec 12 tonnes à l'année, on arrive à avoir effectivement du réseau qui nous permet de pouvoir faire ça. Euh, Quand on aurait dû payer les artistes, ingénieurs son, etc. pour le concert, j'ai fait le chiffre pour estimer un petit peu ce que ça représente. On était de l'ordre de 20 000 euros l'événement. Donc, c'est effectivement des sommes, mais qu'on a réussi à contourner, on va dire. Effectivement, tous les artistes sont venus de manière bénévole et parmi les plus connus, l'ingénieur, en fait, tout le monde, vraiment, personne n'a été rémunéré, hein, très clairement. Et Voilà. par exemple, tu disais qu'il y avait un bénévole qui allait chercher la nourriture avec un véhicule. Vous partagez les frais de l'essence, par exemple? C'est délicat. C'est Hmm, délicat. Non, là, il les prend à sa charge. hmm, Il les prend à sa charge. On a essayé de demander un petit coup de main à la mairie. hmm. Mais effectivement, le souci, c'est que qui dit subvention dit compromission. Donc voilà, très rapidement, après, on tombe dans des dilemmes un petit peu moraux et éthiques. C'est délicat. C'est délicat parce que, effectivement, il faut quand même des ressources pour mettre en place des actions. Mais mettre en place des ressources, les mobiliser sans utiliser l'argent, c'est pas évident. Si on utilise l'argent des subventions, ben, comme on le disait à l'instant, il y a compromission. Voilà, c'est difficile, mais sinon, on y est dans l'esprit de chacun, il met un petit peu de sa poche pour l'instant. Ouais, puis je crois qu'enfin, à t'écouter, il y a quand même beaucoup de choses que vous arrivez à faire sans argent ou quasiment pas, quoi. Parce que c'est vrai qu'entre les différents ateliers, le garage qui est ouvert, les gens ramènent des objets, ils récupèrent, des bénévoles qui sont là, des artistes qui sont là. Enfin, il y a déjà de quoi faire si on veut vraiment mobiliser. Est-ce que pendant les événements, vous parlez du Mosika? Ah, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Ben, je vais répondre à ta question juste avant. Alors oui, on peut faire concrètement jusqu'à, on va dire, comment on pourrait estimer ça? On pourrait permettre d'éviter 30% de dépenses, on va dire,
mais on ne va pas pouvoir aller au-delà. C'est-à-dire, on peut faire des jardins partagés, on peut réussir à cultiver une partie de résilience alimentaire, on va pouvoir se partager. Donc, les vêtements, c'est évident, c'est une ressource qui est extrêmement abondante. Elle est l'emblème du consumérisme de notre société. C'est vraiment l'archétype de la surconsommation, à tel point que voilà, on a plus d'entrées que de sorties. Mais il va rester vraiment des parties incompressibles qui font que le grand projet et le Mosica, du coup, a toute sa valeur, à savoir que tout ce qui est loyer, charges, téléphone, EDF, assurance, etc., reste quand même à la charge de chacun. Et pour ça, donc, il faut continuer à travailler ou alors à passer justement sur une solution post-monétaire complète. Mais en tout cas, le résultat de l'expérience, c'est que c'est totalement jouable. Et je pense que c'est un peu, voilà, juste le but de l'interview, de montrer que ces 3 années d'expérience montrent que la même chose à grande échelle est complètement jouable sans aucun problème. Je dis pas sans difficulté, parce que bien entendu, on en expérimente, mais rien de, comment on pourrait appeler ça, qui empêche réellement le mécanisme de se mettre en place à l'échelle civilisationnelle. Il suffit juste que tout le monde soit dans la même mouvance et au contraire, on gagnerait en efficacité de travail. Je dis pas en productivité parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant produit qu'hier grâce aux machines, etc., ce qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est même pas la recherche civilisationnelle, mais vraiment la recherche civilisationnelle, ça va être de mieux vivre pour nous, pour la planète. Et je pense réellement que c'est en mettant en place un système comme celui-là à l'échelle mondiale où ça pourrait réellement se faire. Pour en revenir à ta question, qui est de parler du Mosika lors de nos événements, je t'avoue que malheureusement, ça n'est pas une démarche que j'ai réussi à instaurer parce qu'on manque d'intervenants ici sur l'île. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus dans l'action de ce qu'on fait concrètement, parce qu'il y a vraiment une différence entre parler de post-monétarisme, d'un monde de gratuité comme le Mosika l'entend, et le quotidien de nos actes où on fait de la distribution alimentaire, on dit une boutique de gratuité, où on injecte de la morphine à un mourant finalement, hein, de l'adrénaline, pardon, à un mourant, alors qu'au final, il faudrait presque lui mettre de la morphine et passer à autre chose, tellement c'est une cause perdue et qu'on le fait souffrir pour rien. On en est à ce stade-là dans la société. On est en train, pour moi, hein, notre société est en train d'agoniser et on essaye désespérément de la faire survivre au lieu d'essayer de se réinventer complètement, ce qui est en plus tout à fait jouable. Voilà, la preuve en est avec 3 ans d'expérimentation, qui était le but initial, hein, bien entendu, puisque je suis vraiment rentré dans ce côté de monde de gratuité par rapport à l'idéologie de la transition du Moussika. Le but était réellement d'expérimenter si oui ou non c'était jouable ou pas. Voilà. Mais sinon, on n'en parle pas assez dans nos événements et on pourrait effectivement beaucoup plus sensibiliser, même si le but, ça serait en fait de faire des ateliers de sensibilisation tout au long de l'année aussi. Là encore, on peut parler d'événements ponctuels lors des places de partage, mais on pourrait aussi parler d'événements récurrents tous les mois, tous les trimestres, après, tout dépend, avec des ciné-débats et des discussions entre nous. Mais je ne sais pas si les gens sont réellement prêts à changer là-dessus, puisque l'idée, ça reste de se changer soi-même pour réellement créer un changement comme celui-là. Ouais, j'en profite pour dire pour ceux qui font des actions comme toi, qui osent pas forcément parler du Mostika parce qu'il y a des fois des questions qui sont un peu techniques sur le monde sans argent. On a une douzaine d'affiches que vous avez disponibles sur notre site www.mosika.org. Ces affiches que nous on les a imprimées en très grand format, mais nous on les met dans les places de partage. Ce qui permet à tous ceux qui viennent de regarder, c'est une sorte presque un peu d'exposition où il y a les questions les plus difficiles. Si c'était gratuit, est-ce qu'on en prendrait trop? S'il n'y a pas de salaire, est-ce qu'on serait motivé? Parce qu'il y a des réponses très intéressantes à donner là-dessus. Et j'ai une question, j'espère ne pas être trop floue. Au niveau de la confiance, parce que beaucoup de gens manquent de confiance dans l'humain, par rapport à la gratuité, c'est quoi le rapport à la confiance? Parce que moi j'ai l'impression qu'on se méfierait plus de l'autre dans un monde marchand qui essaie de te prendre ton pognon
que dans la gratuité. Mais dans la gratuité, il y a une autre forme de confiance qui sème un peu le trouble. C'est la question, est-ce que l'humain est suffisamment évolué pour fonctionner dans la gratuité? Nous avons souvent cette question-là. Alors toi, en force de toutes tes expériences, tu dirais quoi? Je vais te répondre très clairement. Donc la confiance entre bénévoles, elle se crée d'elle-même. Pour une raison simple, c'est que pour être bénévole, il faut être altruiste. Quelqu'un qui n'est pas altruiste ne deviendra pas bénévole et ne donnera pas de son temps gratuitement pour le plaisir de donner finalement. Donc on a déjà face à nous des personnes qui sont dans la bienveillance, et l'ouverture aux autres. Là-dessus, aujourd'hui, j'emploie le terme de bénévole avec toi en discussion, mais entre nous, on est une famille. On est une famille choisie qui s'est créée avec le temps. Et du coup, il y a une confiance qui est énorme, surtout que par derrière, il n'y a aucun enjeu à trahir la confiance, puisqu'il n'y a pas d'argent en jeu. Les gens ne sont pas là, je sais que les gens qui me fréquentent ne sont pas là pour me vendre X ou Y produit, X ou Y service, ou pour mon statut social, ou pour... Tu vois, donc ça remet en perspective considérablement cette notion-là, très clairement. Super. Euh, pour clôturer, voilà, les dernières questions, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre notre mouvement? Mais qu'il faut pas hésiter. C'est l'évidence, il suffit d'y aller, de faire. Alors déjà, il y a tous les outils qui sont disponibles sur notre site, sur le YouTube, etc. Donc il y a vraiment moyen d'apprendre à démarrer, même si en plus il n'y a pas besoin d'apprendre à démarrer, il suffit d'y aller avec le cœur. J'ai envie de faire quelque chose pour aider les gens. J'ai conscience que la gratuité, c'est l'un des meilleurs moyens de l'exprimer. Et voilà, donc après de là, en avoir un petit îlot de gratuité comme on le propose par chez nous, où on cède une partie de notre maison, rien que cette idée-là, il suffit que quelqu'un ait un grand garage qu'il puisse mettre à disposition et on pourrait multiplier le nombre de petits îlots de résilience à gauche, à droite. Et honnêtement, on avancerait considérablement vers du bon sens. Et voilà, et de pas avoir peur de se lancer, de faire de toutes petites actions au début. Hein, c'est pas gênant de faire, même d'aller tout seul s'installer avec une table et un tréteau pour faire une place de partage tout seul, de mettre une bibliothèque de livres sur une table ou de quelques vêtements. Et puis voilà, on interpelle une personne, deux personnes qui vont venir regarder, être curieuses, discuter. Ça laisse encore plus le temps. Et de là, je peux garantir que la personne qui s'est installée seule à sa table le premier jour, le lendemain, elle revient, ils seront deux ou trois. C'est évident, c'est contagieux, le bon sens. C'est contagieux. Super. Hugo, ma dernière question, comment imagines-tu notre futur si nous arrivions tous à passer ce cap post-monétaire? Eh bien, bah, très clairement, ça rejoint ma vision d'origine, à savoir qu'aujourd'hui, il est clair et net que si on devait observer un graphique de l'évolution de la civilisation, ce graphique, il serait sur une courbe qui descend littéralement vers le bas et qui ne va pas en s'arrêtant parce que nous sommes dans cette logique d'échange qui conditionne tous ces actions, tous ces actes négatifs. On va pas revenir dessus. Notre littérature en est plein des dérives que peuvent engendrer l'argent, qui est l'outil du système d'échange. Mais du coup, si on en arrive à une société post-monétaire, on inverse littéralement cette courbe, puisque on part dans une civilisation de la collaboration, de l'entraide, de l'altruisme, où on peut faire germer beaucoup plus facilement l'intelligence collective. On résoudrait de ce fait des enjeux de manière beaucoup plus fluide. Donc vraiment, c'est que du bénéfice pour chaque individu sur Terre, qu'il soit riche ou pauvre, qu'importe sa condition sociale. C'est l'évidence de passer à une société post-monétaire. Eh bien, écoute, sur ces paroles absolument parfaites et sensées, je te remercie infiniment de nous avoir consacré un peu de ton temps et puis bravo, vraiment bravo à toute ton équipe et à toi-même pour toutes ces actions que vous menez depuis 3 ans. Merci Hugo, merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Merci beaucoup Jean-Philippe, à bientôt. Au revoir.